En ce qui concerne, nous allons prendre ces lois-là, une à une, pour pouvoir en parler de façon particulière. Nous allons parler de la loi portant règles particulières pour l'élection des députés. Ensuite, nous allons voir la loi portant règles particulières pour l'élection du président de la République. Et nous allons partir enfin sur la loi portant règles générales. Et nous allons faire aussi un tour sur comment est-ce que la LEPI se prépare actuellement. Vous nous direz un mot là-dessus et je crois que nous aurons fini le temps qui nous est imparti pour cette émission. D'abord, la loi portant règles particulières pour l'élection des députés. Il y a eu assez d'innovations. Nous allons prendre ces innovations une à une et vous nous direz ce que vous pensez de la modification qui a été apportée par le député et de tout ce qui se fait comme commentaire autour au sein de l'opinion. D'abord, la loi portant règles particulières pour l'élection des députés. Le nombre de députés passe de 83 aujourd'hui à 99. Il y en a qui disent que notre hémicycle n'est pas assez grand pour contenir ce nombre, mais il y en a qui pensent aussi que, puisque nous sommes en train de construire un nouvel hémicycle, la loi devant prévoir pour l'avenir, il est bon de passer à 99 parce que notre population augmente aussi. Maître Joseph Diabouni. Je vous remercie, Brice Oussou, pour cette invitation que vous nous faites de consacrer quelques moments autour des lois électorales, des réformes électorales. Je voudrais, à l'entame de cette émission, rappeler à notre conscience et dédier ce que vos téléspectateurs trouveront de bien dans ce dont nous allons parler ce soir au professeur Dossoumo, qui c'est le prince qui s'en est allé et qui a formé la plupart de nous autour de ce plateau et de nombreux Béninoises et Béninois. Et je pense que il est bon de rendre un hommage mérité à cet homme-là, de rigueur et d'intelligence et de foi. En deuxième lieu, vous me permettrez de dire un seul mot sur cette personne dont on dit qu'elle a disparu au ministère des Finances. La situation n'est pas banale. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas sa situation, mais si elle est quelque part d'elle-même, il faut qu'elle se présente. Mais si elle est quelque part de la part de quelqu'un, d'une autorité, d'une force politique, il faut qu'elle se présente, elle soit présentée. Nous avons banalisé la disparition du sous-préfet Ressou. Nous avons banalisé la disparition de bien d'autres. C'est lorsque l'heure vient de s'asseoir que l'on reconnaît l'utilité des fesses. Il faudrait bien que la personne se représente. Pour répondre à votre question, je voudrais que nous voyions toutes les réformes de manière générale. L'économie de ces réformes-là. J'ai l'impression que les députés ont recensé certains problèmes. Problème de la corruption en matière électorale, problème du coût de nos élections, du coût de nos institutions, de la promotion du genre dans nos institutions. Il y a donc de vrais problèmes. Le débat nous permettrait peut-être de savoir s'il y a de vraies solutions. Est-ce que à ces vrais problèmes, nous avons, à travers ces réformes, de vraies solutions? Et s'il n'y a pas de vraies solutions, qu'est-ce que l'on doit faire? Et s'il n'y a pas de vraies solutions, quel serait le sort du processus électoral? Je pense que ce sont les grandes préoccupations qui devraient être les nôtres à travers cet échange. Alors, sur la question que vous avez posée précisément, évidemment, le nombre de députés, lorsque l'on tient compte des éléments objectifs, notamment la croissance démographique, chaque citoyen a le droit d'être représenté. De manière théorique, on ne pourrait pas être étonné de ce que les députés, sur la base des indices objectifs, aient pensé à augmenter le nombre de députés. Cela dit, évidemment, certains se posent la question de savoir si les charges correspondantes ont été prévues. La question ne semble pas être là, ne semble pas être relative aux charges que les députés devraient prévoir. La part des députés, je crois, sur cette question, l'obligation des députés, c'est faire en sorte que chaque citoyen puisse être représenté raisonnablement, suivant les principes démocratiques au sein du prochain Parlement. Et sur cette question, moi, je n'ai pas de préoccupation majeure. Voilà, merci. Joël Ivo. Oui. La philosophie qui guide le passage de 83 à 99, qu'est-ce qui fonde cela selon vous, selon vos analyses? Comme le professeur Diabouni, je vais commencer sans doute par rendre hommage au travail formidable du prince qui s'en est allé. Je parle du professeur Dossoumo, qui a été l'un de nos plus grands formateurs à l'université, mais également un très grand justicier, en tout cas à la Cour suprême
Donc je voudrais également, à l'instar de Joseph Diogbenou, dire à tous ceux qui nous entendent aujourd'hui, s'ils entendent quelque chose de bien, quelque part, c'est le travail du professeur Dossou-Mong. Alors sur le nombre de députés qui est passé à 99, de mon point de vue, il me semble qu'il était nécessaire et indispensable parce que probablement la représentation nationale ne reflète pas le boom démographique de notre pays. C'est-à-dire que 83 députés pour environ plus de 7 millions d'habitants, 8 millions, oui. me semble quand même en deçà du niveau de représentativité que notre pays méritait. Et comme il a été dit en début de propos que les solutions que les députés ont apportées sont une réponse à une série de problèmes qui semblent pour tout le monde, en tout cas quand j'écoute les gens, pertinents. Que c'est des problèmes qui étaient pertinents, des problèmes qui sont récurrents, qui revenaient à chaque fois. Donc il fallait leur trouver une solution. Et penser qu'il faut passer de 83 à 99, de mon point de vue, ça me semble fondé. À la limite, probablement qu'il faudrait aller un peu plus. J'ai toujours dit, et je pense que la démocratie a un coût, et depuis 20 ans, nous avons continué à payer ce coût. Les institutions de la République à les faire fonctionner, à les désigner sont chères, mais il faut les payer. Il faut payer ce prix. Passer de 83 à 99 ne semble pas être le problème. Mais juridiquement, le problème qui se pose, et j'en avais parlé avec un certain nombre de députés, tout camp confondu, je lui avais dit qu'il semblait indispensable de tenir compte d'un élément important, fondamental. C'est l'égalité du suffrage du citoyen béninois. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que dans la représentation, en tout cas des citoyens, s'il faut 20 000 électeurs par exemple, 20 000 suffrages pour désigner un député dans la circonscription de Dali, Parakou, Tchaourou et Perere, il faudrait exactement 20 000 citoyens pour désigner un député également dans la circonscription d'Avrancourt, de Dangbo, de Dadjoun et de Misrete. Donc, j'ai l'impression, je n'ai pas regardé de près, je vous assure, mais j'en avais discuté avec un certain nombre, je ne fais pas de cette préoccupation et de la nécessité de tenir compte de l'égalité du suffrage du citoyen béninois pour faire en sorte que si on prend 89, il faudrait que de façon statistique et de façon bien paramétrée, on soit sûr que les 99 députés qu'on a aujourd'hui correspondent parfaitement à la cartographie électorale de notre pays. Donc si vous suivez bien, même si vous trouvez que ce n'est pas c'est fondé le fait d'augmenter, mais vous souhaitez que si on devait refaire la chose, que ce soit voilà, sur la base d'un calcul bien fait pour que chaque citoyen ait le droit d'être représenté également sur l'ensemble du territoire national. Absolument, c'est pas s'il faut refaire les choses. J'espère. Si le chiffre 89 ne correspondait pas voilà. à cette voie que vous suggérez, qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire? Il faut corriger encore. Enfin, je ne sais pas. Moi, je pense que excusez-moi, la Cour constitutionnelle a le paramètre qu'il faut pour savoir si la désignation qui a été faite, en tout cas les quotas qui sont dégagés, si les quotas correspondent parfaitement à l'égalité du suffrage du citoyen. Mais sur le principe d'augmentation, vous êtes d'accord? Sur le principe, je pense d'ailleurs que, à la limite, que c'est insuffisant. La démocratie a un coût qu'il faut payer. D'accord. Mathias, vous pouvez. Disons que je vais d'abord évacuer un élément, c'est-à-dire que le critère d'appréciation de la taille d'une assemblée ne se fonde pas sur sa capacité, sur sa contenance. Donc ce n'est pas parce que, par exemple, l'assemblée ne veut contenir que 83 députés qu'on ne veut pas passer à 99. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai l'impression que dans le fonctionnement des parlements, on ne s'attend pas à ce que l'enceinte puisse contenir tous les députés. Vous allez à la Grèce antique, le nombre de citoyens autorisés à participer au débat dans l'Agora était plus de 30 000 en moyenne. Mais l'Agora ne pouvait pas contenir plus de 6 000 personnes. Et au jour d'aujourd'hui, je vous parle, vous allez au Parlement britannique, dans la Chambre des représentants. La Chambre des représentants n'a pas la taille de contenir tous les parlementaires britanniques. Donc, ce n'est pas la taille qui détermine, ce n'est pas la grandeur de l'enceinte qui détermine. Donc ça, ce n'était pas un bon critère d'appréciation de l'augmentation de nombre. Maintenant, pour revenir à la situation du Bénin. Au départ, on avait estimé qu'il fallait un député en 95, qu'il fallait un député pour 60 000, entre 60 et 70 000 citoyens. Et comme ils l'ont dit, si vous voyez la population béninoise aujourd'hui, avec les 83, nous sommes à un député peut-être pour 100 000 ou plus de 100 000 citoyens. Donc si on veut maintenir ce critère, c'est-à-dire un député pour 60 000 ou 70 000 citoyens, on peut faire des réajustements. Et même à 99, comme l'a dit le professeur Joël, on n'a pas encore atteint le nombre qui correspond à ça. Maintenant, pour finir sur cette question, je crois que, en réalité, ces nombres en eux-mêmes n'ont pas de valeur intrinsèque. C'est une décision politique de dire quelle est l'envergure que vous voulez pour vos députés. Vous allez aux États-Unis, ce qui correspond à une circonscription électorale a pratiquement la taille d'un État, parce qu'on veut que les députés soient des gens de grande envergure. Mais vous pouvez venir au Bénin et dire qu'on veut que la circonscription électorale ait la taille d'une commune.
Ça dépend de l'objectif politique que vous poursuivez. Et donc je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse trop de débat. Moi aussi, je pense que le nombre mérite d'être augmenté. Mais le seul problème, est-ce que le contexte de crise dans lequel nous sommes aujourd'hui permettra aux citoyens d'apprécier comme il faut cette augmentation? Merci. Nous allons passer à un autre aspect qui a été un des aspects de modification. L'augmentation, enfin le fait que les députés aient prévu maintenant que sur les listes pour les législatives, chaque parti ou alliance de partis qui doit présenter une liste présente au moins 20% de femmes sur la liste. Je vais d'abord prendre l'avis du politologue avant de passer aux juristes. Non, disons que dans l'absolu, ça devrait être présenté comme une évolution. Parce que tout le monde sait que dans la constitution des listes, il est très difficile de voir la manière dont les femmes sont privilégiées dans la constitution des listes. Je crois qu'il y a eu un concours qui a été lancé justement par l'ONG DHPD à la législature, au début de la législature dernière, et je pense que c'était difficile de trouver les partis politiques qui pouvaient être primés. Je crois qu'on a dû faire beaucoup d'acrobaties pour primer les gens, parce que je faisais partie du jury. Donc ça, je peux considérer ça comme une évolution. Mais le seul problème est le suivant. Du coup, quand vous regardez de près la manière dont les listes sont composées, moi je l'ai regardé, si vous prenez une liste d'une législature à une autre, il y a le fief du parti où vous connaissez ceux qui sont présents et qui ne varient pas beaucoup. Dès que vous sortez du fief, quelle que soit la personne qu'on met là-bas, ça n'a pas d'intérêt. Et donc vous avez une grande variation dès que vous sortez du... Par exemple, un parti qui a son fief, je dis au sud du Bénin, complètement au sud, celui qui le met au nord n'a pas d'intérêt. Donc il peut remplir ça de femmes s'il veut. Et donc je pense que c'est une évolution, mais tout le monde sait que ce n'est pas ça qui amène la qualité. Ça, c'est un aspect. Je crois que les constitutionnalistes vont dire tout à l'heure, est-ce que par rapport à la Constitution, on peut se permettre de faire 20%, ou si c'est 50%, il faut 52%. Justement, je vais aller à Joël Ayevo, vous êtes constitutionnaliste. Il y en a qui disent déjà que le fait de prévoir 20%, joue contre l'article de la Constitution qui prévoit que l'homme et la femme sont égaux en droit et en devoir au Bénin. Le fait de porter à 20% et de préciser au moins, est-ce que ça joue sur la question de la parité prévue par la Constitution? Non, la Constitution ne parle pas de parité. La Constitution... Par interprétation, on parle de parité. La Constitution... Parle d'égalité. Parle d'égalité. La Constitution, en deux articles, 25 et 26, pose le principe de l'égalité de l'homme et de la femme. Et dit qu'on ne peut organiser de discrimination, même positive, sur la base du sexe, de la race, de la religion, de l'ethnie. Et peut-être faudra rendre hommage aux députés sur la question, de dire que c'est une avancée majeure, de constater, c'est un fait, dans notre pays, que les femmes sont sous-représentées dans les enceintes où on prend les grandes décisions. Sur un Parlement qui est le nôtre, on voit bien quand même le nombre assez minime de femmes représentées et de femmes leaders. Et pourtant, nous savons combien beaucoup se battent, mais n'ont pas la possibilité de se faire élire. Donc le fait de constater effectivement qu'il y a cette sous-représentation est déjà une avancée majeure. C'est très bien. Mais dans ce sens, je crois que les députés y ont été aidés par un certain nombre de directives communautaires de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Association internationale des parlementaires, qui incite à faire en sorte que les législations nationales accompagnent ce désir et cette volonté de faire entrer les femmes dans les enceintes parlementaires. Seulement, en l'état actuel de nos droits positifs, en l'état actuel particulièrement de la Constitution, je crois que le législateur s'est trompé du niveau d'intervention. C'est-à-dire que sur les 20%, ce qui est une discrimination positive, donc une entorse à l'article 25 et aux articles 25 et 26 de la Constitution, la mesure qui a été introduite dans la loi, qui est une mesure de validité, puisqu'on dit si une liste n'a pas les 20% au moins, elle n'est pas recevable. Ça voudrait dire que quelque part on met entre parenthèses les articles 25 et l'article 26. En conclusion, la Cour risque de casser. Ah non, moi je ne suis pas juge constitutionnel.